Bonjour à tous et à toutes. Je propose qu'on commence pour ceux qui ont fait l'effort de venir bien à l'heure, à 9h30. C'est vrai que c'est toujours difficile le vendredi matin, les ateliers du vendredi matin à la convention, surtout quand on a passé une bonne soirée sur la piste de danse. Voilà. Alors, d'autant qu'on est sur un sujet qui est un peu compliqué, assez vaste. Il a pour thème crise du logement, comment produire du logement abordable. Donc, on pourrait y tenir toute la matinée. Pourquoi le logement abordable? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. C'est vrai que notre pays continue à traverser et a traversé ces derniers mois une crise du logement particulièrement sévère, particulièrement profonde. Ce n'est pas la première crise du logement, mais elle ressemble quand même à des crises fortes qu'on a connues dans les années 90, dans les années 2008, et qu'en début d'année, quand on regardait le panorama, tous les secteurs en matière d'habitat étaient au rouge. Je les évoque rapidement: le blocage des marchés immobiliers et la chute de la construction. Vous vous rappelez, les taux d'intérêt élevés, les ménages qui ne pouvaient plus emprunter, le secteur de l'accession coincé. On s'est trouvé en panne d'acheteurs, en quelque sorte. L'INSEE notait en janvier 2024 que 32% des mises en chantier étaient en recul par rapport aux années précédentes. Le recul aussi de la mobilité dans le parc social, ça marche avec. Si on ne peut plus sortir du parc social pour acquérir le logement, du coup, on est en quelque sorte coincé dans le parc social. Taux de rotation également en baisse dans le parc social. La concurrence exacerbée, on va le voir avec la résidence secondaire qui se développe de plus en plus dans les espaces de montagne, sur le littoral. Et puis, paradoxalement, la progression de la vacance dans certains secteurs. Et puis surtout, toujours et encore de plus en plus, un foncier de moins en moins disponible et de plus en plus cher. Donc à la fois une crise de l'offre, mais aussi une crise de la demande, parce qu'on fait quand même le constat que l'écart se creuse entre la capacité qu'ont les ménages, que ce soit des locataires, que ce soit des futurs propriétaires, à aller vers le logement, à acquérir un logement ou à devenir locataire, et le prix des marchés immobiliers qui augmente de façon très importante. De nombreux rapports ont décrit cette situation, le vôtre sur la crise du logement, vous nous en parlerez, Madame la sénatrice. Et puis on a vu apparaître en début d'année des projets de loi directement ciblés cette question du logement abordable, en se posant la question: est-ce que finalement le logement abordable est-il en mesure de répondre à la question de la crise du logement, ou d'apporter en tout cas des réponses intéressantes, et à quelles conditions? Alors c'est ce qu'on va voir ensemble pendant cette heure et demie d'échange sur le logement. On va essayer de reformuler un peu cette question crise de l'offre, crise de la demande, autour de quelques questions. Qu'est-ce que c'est que le logement abordable? Je pense que c'est important de commencer par ça, parce qu'on en a des conceptions peut-être un peu différentes et les contours sont quand même un peu flous. Quels sont les outils à la disposition des collectivités locales? Ça, c'est ce qui vous intéresse vraiment, pour produire du logement abordable, une fois qu'on aura vu ce que c'est. Quel rôle joue la maîtrise foncière? On regardera à Grenoble la façon dont les choses avancent sur cette question. Que se passe-t-il en secteur détendu? On ira là à Niort. Est-ce qu'on peut produire du logement abordable en secteur détendu? Et puis la grande question que la période actuelle remet en quelque sorte en avant, qui est: comment est-ce qu'on finance du logement abordable, d'autant que, on l'a dit au cours des différentes séquences de cette convention nationale, sur le plan des finances, ça commence à tanguer très sérieusement. Alors pour répondre à l'ensemble de ces questions, 5 intervenants. Jérôme Baloge, qui est président de la communauté d'agglomération du Niortais, bienvenue. Emmanuel Couette, directeur de mission chez Sémaphore, mais qui a une longue expérience de ces questions du foncier en tant qu'élu dans sa collectivité, dans son ancienne collectivité à Rennes, et qui est bien connu, qui a été responsable du FNAP, donc qui maîtrise bien toutes ces questions. Christophe Ferrari, président de Grenoble Alpes Métropole, j'avale les mots. Gérard Garnier-Bidos, là on va partir à la montagne. Fournier-Bidos, excusez-moi, qui est président de la communauté de communes des Vallées de Thônes, c'est ça. Et puis
la sénatrice du Pas-de-Calais, Amel Gacquer, qui est auteure d'un rapport sur la crise du logement, coécrit avec Viviane Artigalas et Dominique Estrosi, qui est un rapport d'une extrême richesse que je vous invite à consulter et que le fruit d'un nombre très important d'auditions, de consultations, etc., qui sont d'ailleurs toujours en ligne sur le site du Sénat, avec une très grande richesse sur cette question de la crise, pourquoi la crise, quels sont les facteurs et comment réussir à apporter des réponses. Alors, je vais tout de suite céder la parole à Emmanuel Couette sur logement abordable. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi parle-t-on? Merci Claire, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, quand on dit logement abordable, spontanément, intuitivement, on pense logement abordable pour les ménages, mais on navigue parfois sur les politiques publiques de l'habitat autour de termes qui ne sont pas toujours bien définis. Donc je vais m'essayer à cet exercice, c'est-à-dire logement abordable, logement intermédiaire, logement à prix maîtrisé. De quoi parle-t-on en réalité et quelles questions ça pose pour les collectivités et en termes de politique publique. Ce qu'on peut commencer par dire, avant que je fasse une présentation, mais vraiment très très succincte, des différents produits dits abordables ou intermédiaires, c'est qu'ils sont venus traiter une question, en quelque sorte, qui était entre le logement HLM classique, le logement locatif social classique, et le marché libre, aussi bien le marché libre sur le locatif que le marché libre sur l'accession à la propriété, eh bien, il y a des ménages, un très grand nombre de ménages, qui progressivement ont été évincés de l'accès au marché libre, ce qui a justifié la création de produits dits intermédiaires pour traiter en quelque sorte cette cible des classes moyennes. Je reviendrai sur la notion de classe moyenne pour qu'on s'entende bien sur de qui et de quoi on parle aussi du point de vue de la demande et du point de vue des ménages. Alors, en réalité, il y a à la fois, sur ce vocable logement abordable, des produits qui sont réglementés et puis un vocable qui renvoie à des politiques locales, d'initiatives locales. Les produits réglementés, on va déjà distinguer le logement locatif de l'accession. Sur le logement locatif, c'est essentiellement le PLS ou le PLI, donc ou le LLI, donc le logement locatif intermédiaire. Je vais essayer à chaque fois de simplifier les termes de l'équation. Donc pour les ultra spécialistes de tous ces sujets, vous me pardonnerez. Parfois, je suis dans la simplification ou dans la synthèse pour ne pas noyer tout le monde sur soit les acronymes, soit les chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est que la cible de ces produits locatifs dits intermédiaires ou dits abordables, c'est quand on prend un ménage de 3 personnes, des ménages qui sont à 3 ou 4 SMIC pour une famille de 3 personnes. Donc en réalité, les plafonds de ressources qui sont réglementés visent les classes moyennes et même en réalité les classes moyennes supérieures, voire les classes supérieures pour certains d'entre eux, hein, le LLI suivant les zonages. Quand vous êtes à 7 000 € de revenus dans un ménage de 3 personnes, on n'est plus dans les classes moyennes, on est déjà dans les classes supérieures. Mais en gros, ces produits intermédiaires, parce qu'ils bénéficient de dispositifs fiscaux plutôt favorables, parce que parfois ils bénéficient d'un soutien de la collectivité, ils permettent de sortir des produits locatifs 5, 10, 15% en dessous du marché, en Île-de-France, compte tenu de la spécificité du marché de l'Île-de-France, parfois en dessous, pour justement traiter la cible des classes moyennes et des classes moyennes supérieures. Donc ça, c'est les produits réglementés sur le locatif. Et puis il y a des produits que vous connaissez peut-être davantage, comme élus locaux, qui sont des produits dits d'accession sociale ou d'accession aidée à la propriété. Le PSLA, donc il y a un mécanisme d'accession progressive à la propriété, de location-accession, et puis le BRS, le bail réel solidaire. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les plafonds de ressources sur le BRS et sur le PSLA, en fait, on est sur les mêmes cibles. Si on prend toujours notre ménage type de 3 personnes, on est sur l'équivalent de, suivant les zonages, hein, je simplifie, mais de 3 à 4 SMIC par ménage. Bon. En réalité, les classes moyennes, mais on va le voir, les classes moyennes plutôt supérieures si on raisonne au plafond. Donc voilà de quoi on parle. Et à côté de ces produits réglementés, eh bien, beaucoup de territoires ont inventé des solutions locales,
la plupart du temps sous le vocable de logement abordable ou de logement à prix maîtrisé, qui était en fait, dans le jeu avec la promotion privée, d'essayer de réguler l'offre, notamment en accession, et d'imposer, par un certain nombre de mécanismes, mais voilà, le but n'est pas de rentrer dans le détail, une forme de péréquation aux promoteurs privés pour permettre de sortir des logements en dessous du prix du marché, de les rendre accessibles à un grand nombre de ménages sans être nécessairement dans un produit réglementé. Donc voilà ce dont on parle quand on parle de logement abordable. Si on raisonne du point de vue des produits, donc de l'offre de logement, des dispositifs réglementés par l'État avec des bénéficiant de systèmes fiscaux ou d'appui des collectivités qui favorisent la sortie des logements, et puis, à l'initiative des collectivités, des dispositifs propres. Derrière, ce qu'on peut dire quand on fait le lien avec la question de la crise actuelle, c'est que le système, globalement, il a plutôt bien fonctionné pendant de très nombreuses années. C'est-à-dire que les collectivités concentraient l'essentiel de leurs efforts sur l'offre de logement locatif social, le logement social traditionnel, venaient ponctuellement appuyer cette offre intermédiaire qui, bon an, mal an, sortait sur le marché. Pourquoi ? Parce que la croissance du marché libre, la croissance des prix dans le marché libre, permettait aux promoteurs d'opérer les péréquations. Et aujourd'hui, ce système, il est complètement grippé, complètement bloqué, pas seulement sur le logement libre, y compris sur le logement abordable, parce que les trois secteurs de coûts, coûts travaux, coûts fonciers, coûts de l'argent, les taux d'intérêt, ont bloqué le système. Toujours en essayant de simplifier, dans un secteur, on en parlait avec la sénatrice il y a un instant, qui est extrêmement réglementé par l'État, une foule de zonages, une foule de plafonds de ressources, une foule de plafonds de loyer, une foule de plafonds de prix de vente, hein, on peut se le dire. Donc c'est un maquis. Et là, l'exercice, c'est peut-être d'essayer de revenir au sens des politiques publiques plutôt que de se noyer dans les chiffres. Mais en gros, retenez au moins, d'une certaine manière, un élément essentiel. C'est que entre les plafonds réglementaires de prix de vente et surtout de plafonds de ressources, ce qu'on appelle l'éligibilité au dispositif. Je suis un ménage dans un territoire, est-ce que j'ai le droit à un LLI, est-ce que j'ai le droit à un BRS? Entre l'éligibilité d'un côté des ménages et la solvabilité réelle des ménages, c'est-à-dire leur capacité à louer, leur capacité à acheter, il y a un écart aujourd'hui qui est abyssal. Je vais prendre un exemple. Voilà, la communauté d'agglomération de La Rochelle, je ne sais pas s'il y a des élus ou des cadres dans la salle, mais ils m'ont autorisé à donner ces chiffres. On est en train de boucler une étude lundi prochain pour eux. À La Rochelle, zone A, secteur tendu, littoral, agglomération attractive. Le plafond de prix de vente pour le BRS, c'est 5 200 €. Le plafond des ressources, ça va jusqu'à 6 000 €. L'éligibilité des ménages. Combien de ménages, concrètement, avec la réalité des revenus dans l'agglomération de La Rochelle, ont accès au dispositif BRS? 98%. C'est-à-dire que, d'un point de vue complètement théorique, c'est un produit universel. Combien de ménages de 3 personnes à ces niveaux de prix de vente, dans les conditions de financement actuelles, ont réellement la possibilité d'acquérir à ce prix-là? 6%. 98% de ménages éligibles, 6% de ménages en situation d'acquérir. Qu'est-ce que ça signifie? Et ça va être le fil de mon propos, et je vais essayer de ne pas être trop long, c'est qu'aujourd'hui, même pour l'accession abordable, l'accession aidée, les produits intermédiaires, s'il n'y a pas d'une manière ou d'une autre un appui de la collectivité pour solvabiliser la demande, pour aider les ménages d'une manière ou d'une autre, alors le marché restera complètement bloqué. Et sans doute faut-il aussi avoir, mais les élus locaux que vous êtes en sont convaincus, des politiques publiques qui ne partent pas uniquement de systèmes de normes, de plafonds réglementaires, mais qui partent aussi de la réalité et de la capacité contributive des ménages. Alors, comment agir? Et je fais juste le lien avec toutes les interventions qui auront lieu après. Alors, d'abord, ma conviction, mais on la partagera peut-être dans un deuxième temps sur les questions de financement, c'est qu'il doit y avoir un effort public plutôt du bloc local, même dans le contexte tendu qui
qui est le vôtre, on est un peu sur un changement de paradigme. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les politiques publiques, pas de toutes, mais de l'essentiel des collectivités, étaient de concentrer les moyens sur le logement social classique. Et sans doute aujourd'hui, faut-il, c'est un peu contre-intuitif, mais accepter d'aller un peu davantage sur les classes moyennes pour avoir une offre qui soit complète. Sur quoi on peut jouer? J'évoquais les 3 postes, et c'est ma conclusion. C'est aujourd'hui, fondamentalement, ce qui grippe le marché, c'est le coût de l'argent, les taux d'intérêt, qu'on a trop tendance à voir seulement du côté des particuliers qui empruntent, mais le coût de l'argent, c'est aussi du point de vue des opérateurs, y compris des opérateurs sociaux, hein, bailleurs sociaux et promoteurs privés, capacité des intercommunalités à agir sur le coût de l'argent à peu près nul, on est d'accord, voire totalement nul. C'est les coûts travaux qui renvoient à des problématiques géopolitiques, enfin, voilà, le coût des matières premières post-guerre en Ukraine, capacité des collectivités à agir à cet endroit-là, faible, voire nul, pas totalement faible, mais bon, très faible. En revanche, il y a la question du foncier. C'est pour ça que ça va sans doute être le fil de l'atelier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à travers des dispositifs, en mobilisant les établissements publics fonciers, en jouant sur la minoration foncière, en créant des outils de type foncière publique, en allant vers le démembrement, on parlera BRS ou autres produits, alors on peut jouer. Ça a un coût, mais c'est sans doute ce qui permettra de débloquer la situation de crise, enfin, de contribuer, pardon, à débloquer la situation de crise. Merci Emmanuel. Alors ça fait beaucoup de choses, mais tous ces éléments sont extrêmement importants. Moi, je retiens cette question de l'approche théorique, en fait, entre ce logement abordable, produit intermédiaire, on va l'appeler comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus clair, c'est-à-dire un espace entre le marché libre et le logement social, et puis la réalité du terrain qui fait qu'on est plutôt du côté des revenus faibles et du logement social finalement, ou en tout cas de la nécessité d'un logement avec beaucoup d'aides publiques, on va en reparler, les outils à la disposition des collectivités locales et ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire, on reparlera peut-être tout à l'heure un petit peu de notre fameuse autorité organisatrice de l'habitat, et la question du foncier et la façon dont les collectivités peuvent se saisir de ce sujet qui est un sujet considérable. Alors, à Grenoble, comment est-ce qu'on aborde tous ces sujets? Quels sont finalement les outils que vous avez réussi à développer sur votre territoire pour rendre le logement plus abordable en tout cas? Merci, bonjour à toutes et à tous, Madame la Sénatrice, chers collègues. À Grenoble, je ne suis pas sûr qu'il y ait particulièrement une spécificité grenobloise sur la question de la complexité du logement. Elle est tout simplement liée à son environnement. On n'a toujours pas réussi à pousser les montagnes et je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc globalement, le sujet de la rareté du foncier est un sujet qui est majeur et de fait, qui dit rareté, dit forcément un sujet d'augmentation du prix du foncier. Donc la question qui nous est posée, c'est la question de sa maîtrise, la question d'avoir une vraie stratégie prospective en termes de maîtrise, donc avec quels outils, pour pouvoir tout simplement, je dirais, arriver à ce premier poste qu'évoquait Emmanuel tout à l'heure, c'est-à-dire le coût du foncier, qu'il soit évidemment réduit, ou en tout cas que dans le cas d'une opération, il ne vienne pas renchérir le coût pris au mètre carré pour les potentiels acheteurs et qui fasse que tout simplement ce prix général soit abordable, faisant ainsi du logement abordable. La première des choses, je voudrais dire en introduction, avant de parler des outils, c'est qu'il faut qu'en milieu urbain, périurbain, même en milieu rural, il faut sortir d'une idée qu'on pourra continuer à finalement à faire des opérations de construction, je dirais, qui ne soient plus denses. La question de la densité, c'est une question clé, de fait, dans la question, à un moment donné aussi, d'avoir des prix de sortie qui soient raisonnables dans les logements. Quand vous construisez moins de logements, vous faites forcément payer à ce logement, à ces moins de logements, une partie de la charge générale de la construction et vous venez plomber d'une certaine façon les prix de sortie. Moi, je le dis et je l'assume, la ville écologique, c'est la ville dense.
Et en milieu urbain, il est absolument nécessaire d'aller vers une densification plus forte de l'habitat. Alors on sait tous, en tant qu'élus, que parler de densification, c'est forcément se faire envoyer des tomates en réunion publique. Mais la réalité, c'est malgré tout celle-là, et ça c'est le premier point. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une forme d'optimisation, c'est déjà le cas pour les bailleurs, c'est le cas pour les promoteurs, d'optimisation de ce que tout simplement cette, je dirais, la surface de construction en fonction tout simplement du nombre de logements. Et puis, construire de façon plus dense, c'est s'assurer qu'on ait des opérations plus intéressantes en termes de pleine terre, en termes de végétalisation, etc., en termes de qualité de l'opération elle-même. Et ça, c'est un des premiers sujets. Après, je reviens sur la question, évidemment, du foncier. À Grenoble, je vous ai dit, le foncier devient complexe et puis on reconstruit la ville sur la ville. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver forcément des postes qui vont venir renchérir le coût du foncier. Démolition, et puis j'en passe et les meilleurs, pollution, désamiantage, j'en passe et des meilleurs, qui vont forcément faire que ce sont des lignes plus qui vont amener au coût du foncier. Donc là, on a des outils, bien sûr, qui sont absolument nécessaires. C'est tout simplement, je dirais, une stratégie foncière de l'établissement public, que ce soit l'intercommunalité qui doit avoir sa propre stratégie foncière à mes yeux, qui ne peut pas dépendre simplement des outils de portage du foncier, les établissements publics fonciers locaux, et nous en avons un, sur lequel ensuite s'opèrent des mécanismes de minoration en fonction de ce que nous voulons tout simplement faire, du logement social, de l'activité économique, etc., même de l'agriculture et de l'installation d'activités agricoles. Donc il y a forcément là aussi l'idée même qu'à un moment donné, sur une valeur de foncier, il doit y avoir une minoration, donc tout simplement faire baisser le coût de ce foncier pour que tout simplement l'opération puisse être meilleure. Et je le dis d'ailleurs, avant toute chose, pour une collectivité, la meilleure façon d'acheter du foncier le moins cher, c'est d'anticiper les ventes de foncier. Alors, ça suppose, pardon de vous couper, mais ça suppose à la fois d'avoir un budget assez solide qui accompagne. Je ne sais pas combien vous arrivez à dégager pour cette priorité qui est peut-être pas la seule priorité. Et puis, ça suppose d'avoir des outils d'observation, de suivi, de l'ingénierie pour voir un petit peu ce qui se passe sur le territoire. Il faut les deux. Il faut avoir un outil de suivi extrêmement fin. Et c'est là où le couple commune-intercommunalité, il a tout son sens. La connaissance que peuvent avoir les maires, les élus locaux, je dirais, de ce qui peut se passer dans le territoire communal, d'avoir une vision stratégique avec un PLUI qui permet là aussi de définir des zones qui seront demain les zones d'aménagement et tout simplement de les anticiper et puis surtout d'aller vers de la négociation amiable le plus souvent possible, c'est-à-dire d'attendre la préemption, et on le sait tous ici, aller vers la préemption, c'est s'assurer que le prix de vente sera forcément un prix de vente supérieur que s'il avait été tout simplement dans une discussion à l'amiable. Donc la question, c'est anticiper les fonciers le plus possible et puis évidemment poser un budget. Alors vous m'auriez posé la question la semaine dernière, j'aurais pu vous dire qu'on avait un budget dédié pour ça. La réalité, c'est que ça va être un peu plus compliqué, mais je ne veux pas remettre 50 centimes dans le jukebox. La réalité, c'est que nous, on a des lignes budgétaires qui sont dédiées à la métropole pour l'achat du foncier, mais on se concentre sur une stratégie plutôt de portage de long terme. C'est le rôle de la métropole, c'est tout simplement de se dire à très long terme des fonciers extrêmement complexes, tandis que notre établissement public foncier local, l'établissement public foncier local du Dauphiné, qu'on l'appelle, lui va être plutôt dans du court terme, moyen terme, pour porter des opérations qui seront sans doute beaucoup plus faciles à sortir. Mais la maîtrise foncière est la clé de toute chose. Acheter du foncier aujourd'hui pour pouvoir le faire demain, c'est, je dirais, s'assurer de la maîtrise et ensuite de la qualité des projets qui vont sortir. Dans une période où on va connaître Lausanne, où forcément celui qui maîtrisera le foncier, cela sera celle ou celui qui sera riche. La richesse de demain, c'est beaucoup le foncier quand même. Et c'est essentiellement le foncier. Donc même parfois des fonciers complexes, etc. Ça veut dire qu'il va falloir aussi revoir nos modèles
nos modèles économiques de ce foncier. Et c'est un sujet, on en discutait encore hier avec Emmanuel hier soir. On n'a pas fait que danser hier soir, mais on a aussi eu des discussions sur nos sujets. Le modèle antérieur classique, finalement, d'achat de foncier, de foncier et de sol, parce et qu'on de pourrait sol. même imaginer aussi Exactement. de réfléchir à la qualité du sol. Hein. Tous Exactement. les sols ne se Donc valent pas. nous, côté métropole, pour vous dire les choses, c'est qu'on essaye d'avoir une veille la plus fine possible de tout ce qui peut être à un moment donné, dans le cadre à la fois de nos PLH, PLUI, en lien avec les communes, toujours en lien avec les maires, tout simplement ce que peut être cette stratégie de court terme, de moyen terme et de plus long terme sur le foncier, maîtrisé, pour ensuite, évidemment, le décoter, parce que c'est particulièrement nécessaire, pour permettre des opérations qui, in fine, permettront d'avoir des prix au mètre carré qui soient le plus abordables possible. Je mets quelques guillemets parce que c'est quand même pas une affaire toute simple, c'est pas une équation aussi simple que ça. Merci. Alors, sur ce foncier, je bouleverse un petit peu le fil conducteur qu'on avait initialement établi, mais j'ai envie d'interroger Jérôme Baloge, parce que quand on a eu l'occasion à de nombreuses reprises d'évoquer cette question du foncier et des EPF et des établissements publics fonciers, pardon, j'avais l'impression d'entendre autre chose. Il est clair que la situation de Niort n'est pas celle de Grenoble ni de Rennes et pas davantage celle de nos voisins de La Rochelle. On est en secteur détendu, on en reparlera. Mais la question du foncier, non, si, nous, on l'aborde aussi, évidemment. Évidemment que c'est un sujet d'épargne aussi pour une collectivité que d'acheter du foncier puis de le revendre demain. Mais je le fais parce que nous avons des prix relativement abordables et qu'il s'agit qu'ils le demeurent. Mais ce qui m'inquiète, moi, dans la stratégie foncière, quand j'entends certains grands bailleurs avoir des entités qui se développe autour de la maîtrise du foncier, c'est la financiarisation du foncier. Donc je partage ce qu'a dit en quelque sorte notre collègue, qui mériterait d'être développé, c'est que nous devons demain... Financiarisation du foncier, vous nous expliquez un peu mieux ce que vous entendez ? En Angleterre, on achète un bien, une maison, notamment à Londres, pour une durée qui est de 90 ans éventuellement. Le sol appartient à un duc, à la monarchie, au prince de Galles, je ne sais pas, à d'autres entités, et c'est ce qu'on est en train de réaliser. Alors on n'en est pas là en France complètement, mais le pied est dans la porte. Et le risque, et moi comme maire de ville moyenne intéressé au sujet habitat et de foncier, je me dis, comme mon collègue de Grenoble qui a une certaine avance sur nous, il faut qu'on devienne non seulement des autorités organisatrices de l'habitat, mais il faut qu'on devienne des régulateurs du marché. Parce que si on laisse le foncier être accaparé par des gens qui vont forcément en faire une valeur et une financiarisation, nous devons être en quelque sorte, non pas en monopole, mais suffisamment propriétaires sur notre territoire pour réguler le marché local autour du foncier et faire en sorte que demain, ce sujet, le foncier, une fois financiarisé, j'extrapole, hein, c'est un risque qui ne viendra jamais, et tant mieux, eh bien, ne vienne se rajouter à la valeur du bâti et donc à un logement qui serait de moins en moins abordable. Et partent à la couronne d'Angleterre, je plaisante. Mais... C'était une petite image. Sur les outils de captation, de maîtrise, de régulation de ce foncier, les EPF dans votre territoire, les établissements publics fonciers, est-ce que c'est la bonne pointure? Au contraire, est-ce que c'est compliqué, c'est un peu lointain? Est-ce que c'est le bon outil? Le problème des EPF, c'est comme nos collectivités, ils sont soumis à Bercy, et donc ils portent sur des périodes de plus en plus courtes. Porter un foncier sur 3 ans, c'est pas intéressant, autant l'acheter. Il n'y a pas les coûts de portage. Sur 10 ans aussi, mais à quel coût de portage également? Parce que ça devient des administrations. Et on est bien placé même à notre niveau local pour savoir que l'administration administre. Et donc elle fait des bulles. Et donc ça crée des coûts. Et puis un EPF, quelle est la bonne taille pour un EPF? Quand j'en parle à mes amis bretons ou vendéens, ils sont satisfaits en général de leur EPF. Nous, sur des sujets néo-aquitains, on est sur un grand EPF. Où va la minoration foncière? Moi, chaque année, mon territoire contribue à 600 000 € de contribution à l'EPF. Combien? J'ai jamais le retour de ces 600 000 €. Loin s'en faut. Par contre, je vois que dans d'autres régions, métropolitaines, bordelaises, etc., ou côtières, ces minorations vont bon train. Et donc, je contribue à une forme de péréquation qui ne va pas à mon territoire, mais qui va à ceux qui sont certes plus tendus. Et donc, il y a une forme d'injustice et un besoin
pour des territoires comme les nôtres, qui sommes détendus et qui sont une grande partie du pays, de posséder nos instruments de portage, en tout cas de véritablement en être davantage maître. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure dans le développement que je serai amené à faire. Mais c'est un enjeu, oui. Tout à fait, merci. Alors, autre territoire, autre type de pression, autre forme d'intervention dans le secteur de la montagne avec une très très forte attractivité, l'expérience de la création de la foncière de Haute-Savoie et comment ça vous a permis en quelque sorte d'aller vers ce logement abordable. Gérard Fournier-Bidos, donc communauté de communes des vallées de Thônes. Bonjour à tous, merci. Alors, d'une part, je ne parlerai pas en qualité de président de la communauté de communes, c'est un bon job, mais j'ai aussi d'autres fonctions. Je suis vice-président de l'EPF, voilà, on va faire le lien, et président, et je n'aurai pas tout à fait le même réflexion sur l'EPF, et président de la foncière que l'EPF a initiée en 2019. Alors, juste un petit point pour situer la Haute-Savoie. Enfin, la Haute-Savoie, c'est le plus beau département de France, mais sorti de là, il a quelques difficultés. Et c'est un territoire qui est très tendu, donc un prix de l'immobilier, alors le foncier c'est encore une autre histoire, mais un prix de l'immobilier qui, la moyenne mètre carré, on doit passer les 5 500 € du mètre carré sur je parle bien de département, hein, je ne parle pas de la couronne genevoise, des stations. Ma communauté de communes a 2 stations que vous connaissez peut-être, la Clusaz et Grand-Bornand. Moyenne des prix à la Clusaz, 8 300 € le mètre carré. Moyenne, hein. Donc voilà, on est dans des standards, peut-être pas tout à fait du 16e parisien, mais je ne sais pas, mais voilà. Donc territoire très tendu sur cette question de l'immobilier. Et donc la problématique du logement qui se pose de plus en plus, c'est que dans les zones très tendues, les personnes ou les ménages à revenus moyens ont tendance à partir de ces territoires. Les stations perdent systématiquement de la population parce qu'on peut plus se loger. Et juste un petit point là-dessus pour terminer. Jusqu'à il y a quelques années où on a revu les zonages, on avait simplement une trentaine de communes dans le pourtour genevois. Et aujourd'hui, avec les 2 reclassements de zonage, on est passé à 160 communes en zone A sur la Haute-Savoie, donc sur 280. Donc vous voyez un peu l'ampleur du problème. Et l'origine, c'est l'attractivité des paysages, de la qualité de vie de nos territoires, l'attractivité économique avec des pôles touristiques, des pôles industriels très forts, et puis la pression genevoise. Quand vous passez la frontière, vous doublez, vous triplez votre salaire, et donc ça a des répercussions sur la capacité à acquérir de logements, à faire monter les prix. Alors, on est effectivement parti complètement de cette problématique du foncier. Quand je dis ça, c'est que l'EPF travaillait avec toutes les collectivités de la Haute-Savoie, c'est un EPF départemental, pour travailler sur l'ingénierie sur le foncier, pour la maîtrise du foncier, demandant aux EPCI adhérentes de faire des plans de maîtrise foncière, voilà, travaillant sur ce côté ingénierie et puis aidant au portage des fonciers. Alors, le portage en Haute-Savoie, il va de 4 à 25 ans. Et on est, à cause au vu des coûts bancaires, on a des discussions pour quand même diminuer un peu cette durée parce que les portages sont trop longs et ça nous coûte trop cher, on n'arrive plus à trouver les équilibres. Mais enfin, on est sur cette stratégie-là pour dire, vous avez un foncier stratégique, vous n'avez pas de projet, prenez-le. Et puis, on va ensemble travailler sur le projet et puis avancer là-dessus. Et sur la problématique du logement, on a voulu... alors, bien sûr, l'EPF travaillait sur la mise à disposition de fonciers pour le logement locatif social avec les opérateurs sociaux, donc connus. Et quand est arrivée cette opportunité du BRS, on a, je dirais, très vite réagi pour aller sur cette question-là, parce que le constat qu'on avait fait quand on voulait produire du logement abordable essentiellement en PSLA, c'est qu'au bout de 5 ans, ça repartait en spéculation. Et chez nous, la problématique, c'est vraiment la spéculation. Quand vous investissez dans un bien immobilier chez nous, il vaut mieux investir dans un bien immobilier et ne pas l'utiliser, et vous gagnerez beaucoup plus qu'à la caisse d'épargne. Donc la problématique, elle est là. Donc on s'est dit, on veut bien que les collectivités, pour atténuer le coût du foncier et pour
permettent de produire du logement abordable travaillent sur cette question du foncier. Donc on a décidé de créer une foncière sous forme d'un JIP où on a associé les EPCI membres de l'EPF et on a aussi associé Action Logement, on a associé la FPI, on a associé évidemment l'EPF. Maintenant la Chambre de commerce est venue aussi pour faire le lien avec les employés du territoire. Mais l'objet, qu'est-ce qui a motivé les élus que nous sommes, c'est de dire je veux bien faire des efforts sur le logement. Juste un petit point, sur 2023, on a engagé à peu près 130 logements. Et sur ces 130 logements, le coût de la charge foncière est de 26 000 € par logement et il y a 18 000 € de fonds publics. C'est pérennité des aides publiques. Voilà, et l'objet, c'est de se dire moi je veux bien mettre de l'argent, mais je ne veux pas que ça reparte en spéculation. Donc la foncière, bail de 99 ans et renouvellement du bail possible. Et l'autre objectif qu'on s'est fixé, pour revenir sur la première intervention, nous, les plafonds du PSLA, ça ne nous intéresse pas. Donc la volonté de la foncière, c'est de dire on va sortir les prix au logement le plus bas possible. Moyenne de ceux que l'on a validés jusqu'à aujourd'hui, c'est 3 000 € du mètre carré. Quand on voit le coût moyen sur le département, on voit déjà tout de suite la différence. Et dans les zones tendues. Donc on se fixe cet objectif et redevance foncière plafonnée à 1 €. Ce n'est pas ce que font les opérateurs sociaux, hein, qui cherchent des équilibres au travers du BRS. Nous, on n'est pas du tout dans cette stratégie-là. Et on tient à trouver tous les moyens pour rester dans ces objectifs-là. Aller au plafond, on n'est pas loin du privé, donc ce n'est pas notre sujet. Merci beaucoup. Alors, tous ces sujets qu'on vient d'évoquer, là, Madame la sénatrice, est-ce que vous les avez retrouvés, vous, dans les différentes auditions, dans les éléments que vous avez travaillés dans le cadre de votre rapport, dans vos conclusions, en quelque sorte? Est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce qu'il y a des éléments complémentaires? Bonjour tout d'abord à messieurs, bonjour à toutes et à tous. Alors là, on redézoome un petit peu, hein, puisqu'on était déjà parti sur la phase outils qui, de toute façon, je crois ici, je le comprends tout à fait, nous intéresse. Vous l'avez dit, au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale, au Parlement, cela fait maintenant près de, je vais dire comme ça, mais 18 mois qu'on travaille quand même intensivement sur la question de la crise du logement. Notamment sur le rapport que vous avez évoqué tout à l'heure en introduction, qui portait sur vraiment cette mission d'information sur la crise du logement et bien sûr des recommandations qui en découlent, mais aussi sur une multitude de propositions de loi, de projets de loi. On n'en a jamais eu autant en si peu de temps, notamment une proposition de loi qui a porté sur la régulation des meublés touristiques. On sait qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique dans beaucoup de territoires, j'allais dire dans certains, mais dans beaucoup de territoires, avec l'explosion des Airbnb notamment. Une proposition de loi qui a porté sur la transformation, alors initialement appelée de bureaux en logement, mais c'est aussi la transformation en fait de tout bâtiment en autre, en tout cas que du logement en logement. Et puis un projet de loi également qui a porté sur la simplification, l'accélération de la transformation, la réhabilitation, la rénovation de l'habitat dégradé, pour lequel j'ai été notamment rapporteur. Et puis un dernier, donc tout cela en moins d'un an. Hein. Et un dernier, cette loi a été promulguée. Elle a été promulguée en effet en avril de 2024. Et puis un dernier projet de loi qui a fait couler beaucoup d'encre, celle sur le logement abordable, sujet pour lequel nous sommes aujourd'hui présents, dite la loi Kasbarian, sur laquelle beaucoup d'espoir était fondé justement pour apporter des réponses sur les sujets que nous venons d'évoquer. Alors, à votre question qui est de dire est-ce que tous ces sujets-là sont des sujets que nous avons retrouvés dans le cadre de cette mission d'information qui dresse en fait un panorama, encore une fois, de toutes les problématiques que nous rencontrons pour répondre à cette question. Bien sûr, avec celle du foncier, sur laquelle je ne vais pas forcément revenir, mais parce que je partage l'essentiel des propos, et surtout, j'ai bien connaissance et conscience de toutes ces initiatives, et en ça, je pense qu'on est tous d'accord, les réponses se trouvent aujourd'hui au niveau des collectivités. Par contre, nous, d'un point de vue législatif, et on a eu un petit échange qui était assez rigolo tout à l'heure, hein, sur nous, le pouvoir législatif dans tout ça, et j'ai envie de dire, nous, législateurs, on a un pouvoir, mais surtout pour simplifier, pour accompagner, et surtout pas pour complexifier.
Je dis ça parce que ça peut paraître être du bon sens, mais c'est ce qu'on n'a pas vu pendant ces dernières années. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, moi je milite aujourd'hui pour dire hop, on freine, on arrête ces propositions de loi dans lesquelles on retrouve énormément d'éléments réglementaires. Et puis il y a aujourd'hui, on a parlé un peu rapidement, mais pour ma part, et lorsqu'on parle de cherté du foncier, le fameux ZAN, qui est quand même un sujet aujourd'hui, le sujet de discussion, de distorsion, enfin bref, mais surtout aussi un vrai sujet qui nous préoccupe tous, parce qu'on est tous d'accord sur ce qu'on recherche aujourd'hui, sur voilà, la protection, encore une fois, de nos terres agricoles, la sobriété foncière, je vais le dire de façon simple, mais la mise en œuvre aujourd'hui demeure compliquée. Et je vais juste rebondir là-dessus, et je reviendrai peut-être sur la mission d'information, pour dire que ça aussi, c'est un sujet sur lequel nous travaillons très concrètement, puisqu'un groupe de suivi aujourd'hui existe, en fait, aujourd'hui au Sénat, à proposer des recommandations pour faire en sorte de mieux adapter justement ce ZAN au territoire et faire en sorte qu'il ne contribue pas à la cherté et à l'évolution, parce que c'est ce qui se passe déjà aujourd'hui. Une étude de l'AMF a évoqué il y a un an déjà des conséquences dès la promulgation de la loi climat et résilience sur le prix des fonciers, qui d'ores et déjà sur certains territoires a été multiplié parfois par 2. Et donc on parlait de financiarisation du foncier, mais le mouvement en fait est déjà parti, et le ZAN en a rajouté, non pas encore une fois sur son esprit, mais sur sa mise en œuvre. Donc nous, encore une fois, législateurs, notre rôle aujourd'hui, c'est surtout d'éviter tout cela, et donc ça veut dire sur le ZAN, clairement, les recommandations qui sont posées dans ce rapport, qui sont traduites sous la forme d'une PPL, et là je ne me contredis pas en disant ça. Donc proposition de loi, je ne dis pas qu'il ne faut plus faire de loi, je dis juste qu'il faut faire des lois utiles, et non pas des lois qui vont ajouter encore une fois de la réglementation. Alors, si on revient sur le logement abordable, parce qu'on avait dit qu'on laisserait de côté la problématique du ZAN, sinon on s'enfonce vers d'autres, on va vers d'autres territoires. Sur les outils, sur la capacité, on parlait de régulation. Quelles étaient les propositions des différents rapports, puisque vous en avez cité de nombreux, que vous aviez proposés, sur lesquels vous avez travaillé? Alors, plusieurs niveaux en fait de réponse. Le premier qui répond à votre première question, qui était est-ce qu'il s'agit d'une crise de l'offre et de la demande? Réponse que vous avez apportée, parce que bien sûr il s'agit d'une crise de l'offre et de la demande, vous l'avez dit, une explosion, surtout une diminution très forte des constructions neuves, mais aussi des ventes dans l'ancien, donc des diminutions historiques quand même, qu'on n'a pas connues depuis 1952, notamment sur l'ancien, avec les conséquences que ça a aussi en termes de recettes. Je dis ça parce que ça aussi, j'ouvre la parenthèse, je la referme aussi vite, et parce qu'à plusieurs reprises, on a évoqué quand même la nécessité de mettre de l'argent sur les politiques du logement. Bien sûr que c'est une nécessité. Aujourd'hui, c'est 38,5 milliards d'euros de dépenses, mais c'est, je le rappelle, et pour certains, vous le savez, 90 milliards de recettes fiscales, de DMTO pour les départements, etc. Donc, je referme la parenthèse parce que vous me posez la question de savoir quelles étaient les recommandations, les préconisations. Donc, trois types de recommandations. Les premières à court terme, notamment sur l'accompagnement de la demande. Parce que la crise de la demande, c'est une crise de la solvabilité de la demande, c'est de la capacité aujourd'hui des Français, des citoyens à acheter, à faire de l'acquisition et à pouvoir même louer du logement aujourd'hui abordable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, et je l'entends et tant mieux, ces fameuses politiques de prêt à taux zéro qu'il faut véritablement desserrer, tant mieux. On a entendu que a priori le gouvernement allait là-dessus. Alors sous quelles conditions, je ne sais pas, mais un accompagnement de la demande, c'est, donc je disais, le prêt à taux zéro. La question du Pinel, qui aujourd'hui est une question qui se posait vraiment pour accompagner les particuliers investisseurs, parce qu'ils contribuent à l'offre aujourd'hui locative privée, même si je ne vous cache pas, j'ai toujours tendance à être assez directe, que cette question elle se pose aujourd'hui à moitié, vu le contexte budgétaire dans lequel on est. Donc à court terme, un vrai accompagnement de la demande, de la solvabilité, encore une fois, des acquéreurs. Et puis, à moyen terme, l'accompagnement de l'offre. Ça veut dire quoi? J'en ai parlé un petit peu, mais cette notion de simplification de la réglementation. Et ça, c'est un volet qui était, d'ailleurs, il faut reconnaître ce qu'il y a de positif dans les projets de loi qui étaient en cours. Le dernier projet de loi donc, sur l'offre de logements abordables évoquait tout un volet là-dessus, en tout cas de simplification. Et ça portait sur quoi, par exemple? Ça portait sur raccourcir les délais
dans tous les projets que nous pouvons de construction qui sont menés aujourd'hui, la parallélisation des démarches. Et donc tout ça, ça a un coût véritablement. Et on a un exemple parfait là-dessus dans la faisabilité, c'est le village olympique. 5 ans, 6 ans pour la construction d'un village olympique, ça veut dire que c'est tout à fait possible à la place des 10-12 ans qu'habituellement nous engageons pour ce genre de grands projets. Donc, accompagnement aussi de l'offre. Donc, je parlais notamment de simplification, par exemple. Et puis, à long terme, enfin, et l'idée, ce n'est pas de refaire des missions d'information, de relancer de grandes conventions, mais d'avoir enfin une vision à long terme sur les politiques de logement, parce que ce sont des politiques qui demandent du temps, et qu'aujourd'hui, ce qu'on ne supporte plus aussi bien au sein des acteurs publics que des acteurs privés, c'est de nouvelles mesures tous les 6 mois, 1 an. Et quand je dis 1 an, je suis gentille, mais c'est vraiment ça. Et donc ça, c'est vraiment, vous voyez, le cap, nous, moi, législateur, en tout cas, clairement, que j'ai en tête, et les préconisations, elles portaient vraiment sur ces 3 paliers. Alors c'est vrai qu'avec la nouvelle législature, ça fait tomber un peu, en quelque sorte un certain nombre de projets, donc ça va simplifier un petit peu le paysage. Est-ce qu'il y a dans la salle des questions à ce stade à nos intervenants sur cette question du foncier, sur ce thème du foncier, des outils qui sont à la disposition des collectivités locales? Oui, allez-y madame, je pense qu'un micro ici juste devant. On va venir jusqu'à vous, vous vous présentez. Bonjour. Bonjour, Muriel Douté-Bouton, je suis vice-présidente de Brocéliande Communauté, juste à côté de Rennes, et maire d'une commune de 4100 habitants, Plélan-le-Grand. Je voulais confirmer tout l'intérêt des établissements publics fonciers. En Bretagne, on en a un qui est très actif et qui fait partie de l'écosystème qu'on mobilise, comme des SEM d'ailleurs. On a une SEM régionale qui s'appelle SEM-Braise. Mais je voulais revenir sur la complexité des opérations de déconstruction, dépollution, reconstruction. Sur ma commune, j'utilise pas mal d'outils pour essayer de répondre à l'ensemble du parcours résidentiel et proposer des typologies de logements qui soient locatifs ou en accession. Et on s'est heurté à la question de la TVA, puisqu'en fait, quand nous, communes, on vient abonder sur ces opérations-là, soit on porte le foncier, soit on participe en reprenant le foncier, disons, à 1 € pour que l'opérateur, là en l'occurrence la SEM régionale, puisse être maître d'ouvrage. Mais quand le foncier est acquis, là sur un exemple très précis, suite à l'utilisation du droit de préemption urbain, et qu'ensuite il est rétrocédé à la commune, eh bien, il y a une TVA à 20% dessus. Donc la question que je me pose depuis longtemps, c'est si sur ces opérations de déconstruction, dépollution, reconstruction, quand on vient rétrocéder le foncier à un opérateur, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un taux de TVA réduit? Alors j'avais posé la question l'année dernière au Congrès, et un parlementaire m'avait répondu que ce n'était pas trop dans l'air du temps de réduire les taux de TVA, certes. Pour autant, à un moment donné, il y a des priorités. Quand on veut reconstruire la ville sur la ville, quand on est confronté aux ZAN, quand on est confronté aux problématiques de fiscalité du foncier, peut-être que jouer sur les taux de TVA, ça peut aider. En l'occurrence, nous, ce qu'on a fait, c'est que toutes les subventions qu'on a pu obtenir avec nos partenaires départements, régions, on a fait en sorte qu'elles soient reversées directement à l'établissement public foncier pour que le prix de vente que nous avons à payer en retour ne soit pas impacté sur la TVA, par la TVA. Donc on utilise des subterfuges comme ça, mais ça serait bien qu'on puisse travailler cette question-là. On porte une autre opération en maîtrise d'ouvrage délégué de déconstruction, reconstruction, et là c'est pareil, on paye la TVA à plein, alors que ça nous aiderait grandement à produire un logement plus abordable et à trouver des équilibres de manière plus abordable. Merci. Vous trouvez, Emmanuel Couette, Christophe Ferreri, vous trouvez l'idée intéressante, même si on voit bien qu'aujourd'hui le porte-monnaie de l'État n'est pas orienté dans ce sens? Oui, évidemment. C'est-à-dire que pendant très longtemps, de toute façon, toutes les politiques du logement dans toutes ses facettes bénéficiaient de taux de TVA, disons les choses jusqu'en 2017, de taux de TVA très favorables qui permettaient la fluidité, mais à tous les endroits du système de production. Donc je pense que c'est quasiment du bon sens, ce que vous dites.
donc voilà, je suis favorable, peut-être que Christophe confirmera après. Je veux peut-être juste revenir, si vous me le permettez, de quoi rebondir, et puis peut-être que ça va appeler d'autres questions, sur les interventions précédentes. D'abord, ce que vous avez dit, Madame la sénatrice, sur la question du coût, mais aussi des recettes, des moyens publics mobilisés pour le logement, c'est très important. Là, je vais vous donner un chiffre concret en essayant de ne pas être trop technique, mais en fait, la question, c'est la question du retour fiscal. Quand la collectivité, elle met des moyens pour favoriser la production de logements, c'est quoi le retour fiscal? Alors, à l'époque, à Rennes Métropole, on avait fait le calcul, et ça, c'est quand même assez favorable. On avait un retour fiscal au bénéfice des communes et de l'intercommunalité de 8 ans, ce qui est faible. C'est-à-dire qu'au bout de 8 ans, les recettes de taxes d'habitation et de foncier bâti, malgré les exemptions sur le logement social, permettaient à la collectivité d'avoir retrouvé sa mise initiale. De ce point de vue-là, je suis obligé de le dire, la suppression de la taxe d'habitation, ce n'est pas l'idée la plus géniale du siècle. Parce que quand on découple l'intérêt de la collectivité à se développer du bénéfice qu'elle en tire, on vient casser quelque chose. Ça, c'est une première remarque. Ensuite, juste, et puis ça vaudra pour ma deuxième intervention, Claire, voilà, je serai plus économe de mon temps après, mais dans tout ce qu'on a évoqué, c'est important de dire qu'il y a des outils qui correspondent à des logiques différentes. Quand on mobilise un établissement public foncier sur un portage de court ou moyen terme, 5 ans, 7 ans, 10 ans, le cas échéant. À 10 ans, on est encore dans le moyen terme sur le foncier. On est dans un modèle qui est très vertueux, mais qui reste classique, c'est-à-dire l'EPF ou un programme d'action foncière d'une collectivité, le cas échéant. L'EPF intervient pour le compte d'une collectivité, assure le portage. Au terme de ce portage, la collectivité récupère le bien, en général pour une cession à un bailleur social, à un acteur économique, à un promoteur. Et donc la propriété dans la durée, elle est privée. Ce qu'on commence à évoquer, c'est ce que vous venez d'évoquer, monsieur, quand on est sur le bail réel solidaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle un démembrement, c'est-à-dire les sols restent publics ou propriété d'un opérateur d'intérêt général et l'usage devient privé, ou quand on est sur des foncières publiques de long terme, on rentre dans quelque chose de nouveau qui fait écho avec ce que vous avez indiqué sur le système anglo-saxon. Et ça, pour moi, c'est une vraie piste d'avenir, c'est-à-dire est-ce qu'on commence à se mettre dans le mouvement de dire les sols, pas juste le foncier dans sa valeur économique, mais les sols comme communs, l'eau, l'air, les sols peut-être demain comme communs, et les sols, ils ont vocation à progressivement rester publics, et l'usage des sols à évidemment devenir privé. Il ne s'agit pas dans un système soviétique, vous m'avez bien compris. Et quand on fait le BRS, quand on fait une foncière publique de long terme, on met progressivement, alors ce qu'on appelle les détentions de long terme, c'est-à-dire quand on est sur 99 ans, mais même quand on est sur 40 ou 50 ans, on rentre dans une autre histoire qui n'est plus un sujet de portage ponctuel, qui est un sujet de bascule. Et moi je pense, je dis là une conviction, je pense que dans le moment dans lequel on est, ça peut être à la rencontre d'une ambition politique sur les sols et d'un élément qui peut déclencher qui peut être déclencheur de choses positives par rapport à la crise de l'immobilier. Je pense qu'on est un petit peu dans ce moment-là. Quand on évoque le bail à construction en matière économique, beaucoup de collectivités y vont. Quand on est sur cette logique de détention de long terme des sols pour favoriser la sortie de logements, on ouvre une autre histoire qui est peut-être plus sur le modèle anglo-saxon, mais qui est paradoxalement et qui est un modèle, contrairement aux intuitions, qui est peut-être un peu moins libéral et un peu plus régulateur à cet endroit-là. Merci, c'est effectivement intéressant et ça donne des pistes. Alors peut-être, Monsieur Fournier-Bidos, pardon, vous vouliez oui, je voulais réagir. Compléter par rapport à la maîtrise foncière, parce que c'est vraiment le sujet qui nous a animés. Et dans les statuts de la foncière de Haute-Savoie, alors on travaille sur le BRF parce qu'il y a une forte demande et voilà, en 3 ans, on a déjà validé 700 logements. Donc vous voyez, en 5 ans, enfin depuis 2019, donc c'est une machine qui fonctionne bien. Mais dans les statuts de la foncière, on a aussi la possibilité d'intervenir sur le foncier économique, éventuellement sur le foncier d'espace naturel. C'est moins le cas parce qu'il y a le jeu de la SAFER, enfin, il y a d'autres intervenants. Mais sur le foncier économique, une vraie mission, on a par exemple une ZAC aux portes de Genève qui porte sur plusieurs milliers de mètres carrés. Tous les rez-de-chaussée sont commerciaux et la volonté de la collectivité, c'est de dire c'est la foncière qui les portera pour maîtriser le type de commerce que je veux avoir parce que je veux avoir du commerce de proximité. Donc on est là-dedans.
Moi, je travaille sur des petites zones d'activité à l'échelle de mon territoire. On a pris la décision de ne plus vendre le foncier. Donc on utilisera la foncière ou pas, on verra. Mais la volonté, c'est dit, c'est terminé, on ne vend plus le foncier et on va travailler avec des baux à construction, puis après bail amphithéotique. Voilà, donc je crois que là, vous le dites, il y a une vraie révolution. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas ce que ça va nous coûter, mais ce qu'on sait, c'est qu'on maîtrise ce qu'on fait. Madame la sénatrice. Merci. Alors, juste parce que, en réponse, Madame, vous avez interpellé le parlementaire sur cette question de TVA. Je voulais juste dégrossir un petit peu, et puis je vous rejoins complètement dans votre vision des choses. Tout à l'heure, j'évoquais ce que, évidemment, je suis d'accord avec vous. En effet, je rejoins la réponse qui vous a été faite par le parlementaire, parce qu'on ne va pas mentir. On dit la vérité, c'est que ces questions-là, aujourd'hui, elles sont très compliquées dans le contexte budgétaire, mais ce n'est pas une réponse non plus par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur cette histoire de recettes et de dépenses, en tout cas dans le sujet du logement. Ce que je voulais juste dire, c'est prendre un peu de hauteur et justement essayer de comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur tous ces sujets de logement, d'aménagement, de foncier. En fait, notre politique de logement date des années 70, voire même 50, c'est-à-dire sur une idée de construction, de reconstruction. Et finalement, on n'a pas changé de braquet là-dessus. On a multiplié les projets de loi. Attention, je ne vais pas balayer tout ce qui a été fait, des projets de loi qui ont accompagné les évolutions humaines, sociétales, économiques, de grandes lois, même structurantes. Je vais parler de la loi SRU, certains vont, mais la loi Elan, la loi Allure. Enfin bref, on a quand même ajouté des choses intéressantes et qui ont accompagné ces évolutions. Mais en fait, notre politique logement date de cette époque de la construction. Et aujourd'hui, il y a un écart énorme entre ça et les enjeux qu'on a aujourd'hui, qui sont des enjeux économiques, écologiques, humains, avec même qui ne prennent pas en compte les enjeux démographiques dans lesquels nous sommes aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas encore parlé aujourd'hui, mais les desserrements des foyers, donc la demande qui est différente, le vieillissement de la population, enfin tout ça, là je vais un peu plus loin, mais ce que je suis en train de dire surtout, c'est que c'est ça qu'on doit aujourd'hui, en fait, je dis toujours que dans les périodes, et vous le savez, je pense qu'on est beaucoup à le partager, dans ces périodes de crise, on sait que c'est la meilleure des périodes pendant laquelle on peut avoir le courage de prendre certaines décisions et changer de braquet. Et quand je parlais tout à l'heure de refonte de politique du logement, ce n'est pas un grand terme, c'est justement ça, ce sont tous ces outils. En effet, on ne sait pas forcément jusqu'où on doit aller, on sait qu'on doit avoir des garde-fous. Tout à l'heure avait été évoqué l'exemple du Royaume-Uni, mais on a surtout besoin aujourd'hui d'expérimenter, et puis surtout d'avoir cette vision-là dans laquelle on intègre mais réellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aujourd'hui aux collectivités, aux territoires d'aller vers la sobriété foncière sans mettre en place très concrètement des accompagnements, des dispositifs pour pouvoir leur permettre de le faire, que ce soit des dispositifs fiscaux que d'autres dispositifs. Vous vouliez réagir, Christophe Ferrari ? Oui, plusieurs choses. Je rebondis sur ce que dit Madame la sénatrice, c'est particulièrement pertinent. Aujourd'hui, nous parlons de construction. 80% de la ville est déjà construite. Nous parlons donc ici de 20%. Donc c'est très intéressant qu'on parle des 20%, mais parlons des 80% qui sont assez majeurs dans le cadre de la stratégie et de notre trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050, qui est un impératif collectif à suivre. Donc la question qu'il va falloir nous poser, nous, dans le nouveau PLH que nous mettons en place sur la métropole grenobloise, notre objectif, c'est la production d'environ 1300 logements sociaux par an, dont 400 en acquisition-rénovation. C'est-à-dire aller chercher dans l'ancien, dans l'existant, tout simplement des logements aujourd'hui privés qui deviendront demain des logements locatifs sociaux ou des logements abordables différemment en termes de parcours. Là, le modèle est à construire. S'il y a ici dans cette salle des collègues qui ont déjà avancé sur ces sujets, moi je suis largement preneur, mais ça va être un des sujets majeurs. On peut y aller quasiment de façon très homéopathique aujourd'hui. On achète un logement par-ci grâce au relais des maires et des élus communaux qui nous disent là, oui, ça serait intéressant d'acheter dans cette copropriété, d'aller vers cette mixité-là, mais on voit bien qu'on n'est pas dans un élément de massification qui permettra de répondre à ce sujet. Et pourtant, le deuxième point que je voudrais aborder, qui a été abordé au travers des propos d'Emmanuel Couet tout à l'heure sur la question de la suppression de la taxe d'habitation. En fait, un des sujets qui est hélas trop peu mis en avant aujourd'hui, c'est que dans cette mécanique finalement de l'acte de construire ou l'envie de construire, il existait dans les communes parce que les maires étaient d'abord
intéressés à la chose parce qu'ils considéraient que loger des familles, loger les anciens, loger des jeunes qui décohabitent, c'était quelque chose d'essentiel, mais parce qu'ils étaient intéressés à la chose, parce qu'ils savaient que pour construire demain des classes supplémentaires, des places en crèche supplémentaires, les aménités nécessaires à l'accueil de la population, parce qu'on parle de logement, mais en fait, vous savez tous ici, vous êtes des élus locaux, on est tous des élus locaux, il y a tout l'environnement à construire autour. On a tout coupé, on a coupé ça. Aujourd'hui, le seul lien qui nous unit, c'est la taxe foncière. Donc vous imaginez, dès qu'on la touche, ça fait les marronniers des journaux, les classements des plus mauvais, etc., etc. Mais c'est notre seul, et Gilles Carrez qui est là, et on en discutait hier à table. En fait, aujourd'hui, quel est le lien qu'entretient le citoyen, l'habitant, celui qui habite dans son logement, en termes de contribution à la chose publique locale, au service public local? Celui qui loue ne contribue plus. Celui qui achète contribue. Après, avec en plus des mécanismes, maintenant on est sous pression, on nous parle d'exonération de taxes foncières, donc on pousse les maires à construire, mais en même temps on leur dit ça serait bien qu'il y ait de l'exonération, etc. Donc c'est là où je pense qu'il faut remettre d'une certaine façon un peu de vertu dans tout ça. En fait, on a besoin que à la fois les maires aient des moyens potentiellement pour ça. Alors à la question que vous posez, Madame le maire, oui bien sûr, la question de la TVA, mais là aussi regardez à quel point nous sommes devenus un peu fous. Nous avons mis en place un retour de fiscalité locale basé sur la question, sur la question tout simplement de la TVA. En fait, une partie de nos recettes, nous, intercommunalités, et c'est d'ailleurs un de nos sujets dans le débat budgétaire, c'est que maintenant on nous le plafonne. Donc globalement, vous voyez à quel point on est en train de nous corseter dans nos capacités à faire. Alors oui, vous avez raison, je considère qu'il doit y avoir des opérations. Est-ce que c'est de partout? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il doit y avoir des opérations où cette question de la TVA doit être revue parce qu'à un moment donné, ça peut être aussi un des outils pour permettre de sortir les opérations et les sortir bien. Alors il y a des EPF qui marchent bien, je suis ravi. Moi, je serais un peu plus mesuré sur le mien, dans le territoire grenoblois. Moi, parfois, j'ai l'impression que les banques locales sont plus progressistes que l'EPF lui-même. Donc, globalement, en fait, à quoi sert un EPF? Posons-nous la question. À quoi sert un EPF? Sa capacité à porter du foncier, à s'endetter pour ça. Ça ne peut pas être que la collectivité qui porte cet endettement. Donc, c'est véritablement, là, je pense qu'il y a matière là aussi à se redonner des vraies feuilles de route sur les OPF. Et la question, comme disait Jérôme tout à l'heure, de la péréquation entre les territoires. Les choses doivent être là aussi bien posées. Merci. Alors, on reviendra dans pas très longtemps sur cette question du financement du logement abordable. Je voudrais qu'on retourne à Niort. Quand on a préparé cette table ronde, Jérôme Baloge, on a évoqué cette question, est-ce que c'est une crise de l'offre, est-ce que c'est une crise de la demande? Et puis est arrivé dans nos échanges la question de la qualité urbaine aussi. Qu'est-ce qu'on veut offrir, la question du retour vers les zones de centralité, répondre à des demandes spécifiques, les étudiants, les plus anciens, etc. Oui, c'est tout à fait ça, parce qu'on parle de relations financières pour le logement, parce qu'on voit que ça va être de plus en plus important, et qui c'est qu'on va payer? C'est nous, comme dit l'expression. Donc le sujet est important. Néanmoins, quand j'entends mes collègues, notamment de Grenoble, je me dis que j'ai de la chance d'être maire d'une ville moyenne, Niort, et d'une grande agglomération avec beaucoup de communes rurales. J'ai de la chance, et a priori j'ai pas de chance, parce qu'on me dit que je suis en zone détendue. Alors que depuis le Covid, la réalité c'est qu'on est tendu sans être reconnu comme tel. Et néanmoins, j'ai pas les mêmes enjeux de densification que toi, et c'est pas plus mal. Parce que l'objectif politique, en tout cas que l'on poursuit, c'est de faire... On a une agglomération de population moyenne, principalement à Niort. C'est de faire en sorte d'avoir une ville qui reste abordable, c'est le thème de l'atelier, pour cette classe dite moyenne, inférieure à supérieure. C'est une grande partie de la population, mais c'est une caractéristique sociologique importante chez nous. Alors, la réalité, c'est qu'on est toujours abordable. Avec le Covid, on a quand même une augmentation de 40%. Donc il y a quand même une impression que ça l'est moins. Et on a une tension nouvelle qui s'est installée parce que
La rotation se fait beaucoup moins, mais c'est le cas, je pense, partout, quelles que soient les caractéristiques des territoires. Et là est un sujet important. Donc ça demande à ce que la puissance publique intervienne. Mais ce qu'on a appris avec le temps, parce qu'on n'était pas assailli de promoteurs, et que c'était finalement inquiétant, mais pas plus mal, dès lors qu'on s'est dit qu'on pouvait faire différemment, dès lors qu'on les a aussi vus venir davantage après le Covid, quand les prix commençaient à augmenter, pour contribuer à cette augmentation en disant « Oh, cette belle maison, j'aimerais bien la découper en appartements ». Nous, on a besoin de familles qui puissent acheter et vivre dans des maisons, dans des surfaces correctes. Donc, on ne veut pas, en effet, que la qualité urbaine, que la stratégie de peuplement qui est la nôtre, soit dévoyée de l'objectif politique qu'on s'est fixé. Donc, chez nous, comme chez toi, ça demande un interventionnisme de la collectivité, mais ça demande de s'adapter à l'objectif politique qui est nôtre, qui n'est pas idéologique, qui est aussi le fruit d'un constat de la population et de son souhait, parce que c'est une démocratie comme à Grenoble, et que par ailleurs, on fait avec les réalités de terrain. Mais donc, il s'agit de mettre en place des outils, tout pareil. Alors, l'accession à la propriété est importante. Nous, on a doublé le PTZ en général pour permettre à une certaine catégorie de primo-accédants de rentrer. On a surtout organisé un dialogue exigeant avec un SCOT, un PLUID, un PLH aussi très orienté, avec les promoteurs qui s'intéressent à la collectivité, qui sont les bienvenus, mais en effet avec des exigences très particulières et parfois aussi la volonté de dire non. Ça ne nous intéresse pas, on n'en veut pas. Voilà. Et enfin, on a peut-être cette chance, et enfin, la question de la maîtrise du foncier à travers différents outils. Alors les foncières, etc. Pour ma part, on a plutôt travaillé sur la reprise en main d'une SEM, donc d'une entreprise publique locale, qui est un peu vivotante. Hein. Mais les EPL, si l'élu, le maire ou le président d'agglo ne s'y investit pas directement, on sait bien que ça peut traîner. Il faut vraiment donner une vraie impulsion politique. C'est une forme d'excroissance de notre organisation. C'est une sorte de service public augmenté. Pour moi, ce sont des participants de la collectivité de son action publique, qu'elle soit en société publique locale ou en économie mixte. En l'occurrence, pour le patrimoine, l'enjeu du capital privé est important, donc l'économie mixte est considérable. Et je dois avouer que, m'étant engagé très fortement dans les sujets d'action cœur de ville, on a pu aussi constater le retour d'opérateurs importants comme Action Logement qu'on a cité, et puis la Banque des Territoires qui s'est montrée aussi très active, et avec l'aide à la création de foncières. Là aussi, il faut un dialogue exigeant, hein, parce que ce sont des acteurs qui ont aussi leur objectif, mais néanmoins on peut converger. Et donc on réussit à mettre en place ces outils dans un territoire qui est intermédiaire, qui n'est pas complètement rural, qui a une grosse partie urbaine, mais qui n'est pas non plus métropolitain. Et c'est très important pour nous, justement, d'avoir ces outils-là, parce qu'il y a la question de la péréquation, des contributions que l'on donne et qu'on ne revoit pas toujours. Et il y a la volonté d'être maître en effet, notre stratégie foncière et d'habitat. Sur cette question de la reprise en main du centre-ville, je dis ça comme ça, ou de la centralité, de faire revenir les gens dans la centralité, vous avez réussi à mobiliser des outils pour améliorer la rentabilité locative. Il y a cette histoire du zonage qu'on avait évoqué. Est-ce que ça fonctionne dans votre territoire, ou est-ce que vous voudriez disposer de plus de capacité à moduler les curseurs, par exemple? Parce que les investisseurs, si la rentabilité locative... On a perdu le zonage. Ce qu'on a gagné, c'est en passant en PSMV du Malraux, et encore que ce n'est pas le sujet le plus simple. L'enjeu était moins de multiplier les opérations que de transformer le centre-ville et de faire revenir, en effet, vers les centralités. Puisqu'il y avait eu une périurbanisation, comme la plupart des villes moyennes et même des métropoles, qui avait transformé le territoire. Et au fil de décennies, on avait un centre-ville dont l'habitat se dégradait considérablement. Alors il y a eu des stratégies de type OPA et RU, des stratégies avec l'ANA, fortement soutenues, une agence pour le coup très intéressante, en tout cas un fonds d'intervention très intéressant, qui a le mérite d'être très déconcentré au niveau des préfets, qui sont vraiment en main. Et donc on peut avoir là aussi un dialogue très, très intéressant quand ça fonctionne bien avec les services déconcentrés de l'État, et c'est parfait. Et là on sent que le préfet a aussi la main. Donc l'ANA, c'est un sujet intéressant parce que la préfecture est acteur, et c'est pas laissé à je ne sais qui au local. Et puis ensuite, il y a eu des outils législatifs, le permis de louer, très intéressant pour repérer là où ça ne va pas et savoir quel est l'état du patrimoine. Mais au-delà de ça,
une fois qu'on a cette impulsion, Anna, ce diagnostic que le permis de louer permet de mettre en place et qu'on ne peut pas mettre partout non plus, il faut en effet pouvoir redevenir promoteur de son foncier et être en exemple, pas uniquement par du logement social, parce que souvent nos centres-villes, en milieu de villes moyennes, sont déjà des quartiers pauvres. Et donc, il s'agit plutôt de mixer en sens inverse. Et donc, il faut avoir une stratégie de faire revenir de la classe moyenne, voire même supérieure, si on peut appeler les uns et les autres comme cela. Et donc, mais il y a des stratégies d'achat, de maîtrise foncière. Il y a aussi une stratégie qui est très simple et qui aujourd'hui est reconnue par la Banque des Territoires et qui n'est pas assez valorisée d'ailleurs, mais qui commence par l'être en termes de subventions publiques, c'est l'investissement sur l'espace public qui a un apport patrimonial considérable et qui permet de faire venir, il y a un effet levier de l'investissement sur l'espace public vers l'investissement privé patrimonial qui est considérable. Ça, c'est vraiment une botte secrète merveilleuse, surtout qu'en plus, on végétalise un peu. Mais il faut se garder de ne pas avoir non plus un changement de population totale. L'objectif politique étant rappelé qu'il s'agit que les personnes de revenus intermédiaires puissent toujours, et en famille, revenir et accéder au centre-ville, notamment à la propriété, et pas seulement à l'habitat. Donc, la mise en place d'une SEM, la mise en place de préemption urbaine, la mise en place d'une foncière avec la Banque des Territoires commence à nous permettre un certain nombre de choses. La mise en place de conventions avec Action Logement, notamment par la filiale des NIEO sur des îlots qu'on avait préemptés, qui nous permettent de bénéficier d'un nombre de millions d'euros important pour l'investissement, nous permettent aujourd'hui de commencer à inverser les situations et d'avoir des prix en centre-ville qui redeviennent intéressants, qui doivent rester abordables, mais qui devaient augmenter, parce qu'on était à 1400, voire même à 900 euros du mètre carré en plein centre-ville. Aujourd'hui, on est plutôt à 2000, c'est bien. Et l'enjeu, c'est d'arriver par la régulation, par une part de propriété collective, mais une part seulement, parce qu'il s'agit de respecter le droit à la propriété, et bien de pouvoir en effet équilibrer, réguler le prix et de ne pas le laisser s'échapper. C'est très éclaté comme mode d'intervention. Je pourrais être plus précis, mais en tout cas, c'est un dispositif assez complet qui est aujourd'hui en place. Merci beaucoup, c'est effectivement très, très complet. On voit bien qu'il y a une place pour le logement abordable en secteur détendu. On va dans cette troisième partie, leur approche, évoquer la question du financement du logement abordable, des différentes pistes, réflexions, indépendamment peut-être ou en prenant en compte le contexte financier difficile. Est-ce qu'il y a sur ces premiers points qu'on a évoqués un commentaire, une question? Oui, monsieur. Présentez-vous. Un micro tout devant, là, s'il vous plaît. Monsieur ici, à la première. Bonjour, Richard Sebron, je suis vice-président en charge de l'habitat pour le territoire de Moche Communauté, donc une communauté d'agglomération, mais en milieu rural qui est composée de 6 communes nouvelles. Juste un petit commentaire, parce que vous nous y invitez. Par rapport à toutes les présentations qui viennent de nous être faites, on voit qu'il y a un dispositif d'outils très, très complet, qui parfois est appréhendé de manière complexe. Pour autant, l'intégralité des outils, pour moi, permettent finalement de pouvoir venir piocher en fonction des différentes problématiques ou des politiques publiques qu'on souhaite porter dans nos territoires, donc qui tiennent compte de ces spécificités si on sait bien les utiliser. Sauf que parfois aujourd'hui, c'est considéré parfois non pas comme complet, mais complexe. Et je trouve intéressant de pouvoir appuyer le fait que les EPCI puissent devenir demain les autorités organisatrices de l'habitat. De l'habitat, merci. Voilà. Effectivement, c'était important de le rappeler, mais c'est sûr que c'est d'une très forte complexité. Après, il y a une vraie contradiction, c'est plus on veut aller mieux répondre à la diversité des territoires, bien évidemment, plus on s'enfonce vers des questions de complexité. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. On part sur notre question de comment financer le logement abordable, on y revient. Et Emmanuel, je vous donne la parole en quelque sorte. Est-ce qu'il faut plus de souplesse réglementaire? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le PLF, par exemple? Voilà. 5 milliards, non pas en moins, mais en plus, par exemple. 10, on a dit 10. Ou 10, bon.
Non, je pense que la question et la pirouette de ma réponse, on est quand même au cœur du sujet. C'est-à-dire que si on se dit tous ensemble que pour sortir de la crise actuelle du logement, dont tous les acteurs considèrent que l'horizon de sortie, c'est peut-être 2027, mais que de toute façon, 2025 et 2026 vont être des années noires. Hein. Je ne veux pas plomber l'ambiance, mais ça va continuer à être compliqué. Si on se dit que pour agir, appuyer la production et agir sur le foncier, il faut des moyens publics, en gros des moyens publics du bloc local et même essentiellement des intercommunalités, eh bien oui, il y a dans le contexte un espèce de choc, de bug avec les annonces gouvernementales. Donc, et quand Christophe disait il y a 15 jours je savais comment faire, aujourd'hui je ne suis plus certain de savoir comment faire, on est complètement là-dedans. Donc là, bon, pour le coup, dans mon rôle de consultant aujourd'hui, je ne peux que constater et regretter, mais je ne suis plus acteur du sujet. Après, est-ce que les collectivités sont démunies? Non, parce qu'il y a quand même, sur la question du foncier, une foule de leviers, on les a tous un peu évoqués, et tous ces leviers, mais c'est ce que vous venez de dire, monsieur, ils peuvent faire système. Alors oui, c'est complexe, ça, je ne vais pas vous dire que c'est simple, oui, c'est complexe, mais ils peuvent faire système. Par exemple, il peut y avoir une mobilisation d'un établissement public foncier pour assurer un portage de 5 ou 7 ans, et ensuite, plutôt que de faire porter à la collectivité de manière directe, de faire porter par une foncière, c'est-à-dire un outil qui va détenir pendant le très long terme, voire parfois ad vitam, les sols. Les établissements publics fonciers sont en cours de création, nous on a des missions de ce type, sont en cours de création de filiales de type foncière publique de très long terme, justement pour exercer les deux métiers. On fait du portage de moyen terme et on va ensuite verser à une filiale publique. Bon. Et donc tout ça, c'est un enjeu. Alors oui, effectivement, il y a la question de l'association des élus aux EPF d'État. Du point de vue des EPF, on peut aussi se le dire, parce qu'on a oublié de le rappeler, il y a des EPF d'État, il y a des EPF locaux, et il y a encore aujourd'hui des endroits dans le territoire, des zones blanches où il n'y a pas d'EPF du tout. Donc il pourrait déjà y avoir une forme d'incitation, je ne sais pas si elle peut être législative ou pas, à couvrir l'ensemble du territoire avec des EPF, d'État ou locaux. Bon. Ensuite, alors là, je vais essayer de ne pas rentrer dans trop la technique juridico-financière, mais en gros, il y a des collectivités qui, parce qu'elles ont à la fois l'ambition et les moyens, vont agir en minoration foncière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le foncier, d'une manière ou d'une autre, est acheté sans, on va prendre une base de référence, ce qu'on appelle la charge foncière admissible, c'est-à-dire ce que l'opérateur, le constructeur, qu'il soit bailleur social ou promoteur d'une certaine manière, ou promoteur privé, la charge foncière admissible, c'est-à-dire pour sortir l'opération, il faut que le coût du foncier soit 40. Bon. Des collectivités ont à la fois l'ambition et les moyens de traiter le gap, souvent avec l'appui d'un EPF, mais les chiffres qui ont été donnés, que vous avez donnés tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était 75%, c'est juste. Hein. On était sur Nantes avec l'EPF 44, qui est un EPF local à la main des collectivités. La moyenne de l'effort de minoration foncière, c'est 75% du coût de l'acquisition initiale. Donc, on peut agir en minoration foncière, mais ça a un coût. Et on peut aussi, parce que ça, c'est un coût qui est lissé, étalé, mais étalé intelligemment. Ce n'est pas de la cavalerie budgétaire, c'est étalé intelligemment, c'est capitaliser des foncières publiques. Parce que la Banque des territoires va venir vous aider à capitaliser la foncière publique. Ils ont des moyens et des crédits pour cela. En apport de capital, et ensuite pour bénéficier de ce qu'on appelle les prêts Gaïa à très long terme, c'est-à-dire des conditions de financement qui sont extrêmement favorables par rapport au marché et au coût de l'argent. Des banques mutualistes vont pouvoir aussi, le cas échéant, venir au capital de ces foncières, et les moyens de la collectivité que vous allez mettre en capital dans cet outil, ils vont être partagés. Il y aura un effet levier avec l'emprunt, et il vous permettra en réalité de lisser sur le très long terme ce qui serait une politique publique de maîtrise de très long terme des sols. Donc il y a des possibilités de faire, mais tout passe à un moment donné par un effort budgétaire assumé de la collectivité, et évidemment, c'était un discours qui était plus entendable il y a 15 jours ou 3 semaines qu'aujourd'hui, je le mesure bien. Pardonnez-moi un instant, juste sur les EPF, parce que ça c'est important, et sur les EPF, sur les EPF qui lèvent la taxe foncière d'équipement.
La vérité, alors là, pour le coup, c'est pas forcément, voilà, je ne vais peut-être pas me faire que des amis dans la salle, mais pour avoir, dans ma vie antérieure, y compris été, comme vous, vice-président d'un EPF, on avait souvent un EPF qui avait une forte volonté et des élus locaux qui s'opposaient à la levée ou à l'augmentation de la taxe. D'accord ? Voilà. En gros, oui, on est bien en général, mais on ne veut pas. Bon, en réalité, le produit levé par la taxe spéciale d'équipement, il est faible sur les ménages. Et il a un effet levier considérable. Donc c'est peut-être, si à cet endroit-là, je peux avoir une forme de conseil, le terme n'est pas, j'ai rien à vous conseiller, mais enfin, ou d'injonction encore moins, mais en gros, convainquez tous vos collègues qu'une taxe spéciale d'équipement, même à un niveau élevé, c'est un outil et c'est un levier d'action foncière considérable. Merci. Alors, allongement de la dette, copartage, faire système, on comprend bien. La fiscalité, vous en avez parlé un peu, les EPF, effectivement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin ? On a parlé de fiscalité du foncier, qu'il y avait un grand chantier là. Est-ce que dans les travaux parlementaires, ce sont des choses qui sont regardées, Madame la sénatrice ? Alors sur le volet fiscalité, bien sûr que c'est un sujet qui est regardé, mais sur lequel vous comprendrez bien qu'un frein est mis, et le frein n'est pas récent, parce qu'aujourd'hui on parle de l'effort qui est fait aux collectivités, mais ce discours finalement autour de ces dispositifs et de la fiscalité, on l'entend, enfin moi ça fait 3 ans aujourd'hui que je suis au Sénat, ça fait 3 ans que je l'entends véritablement aujourd'hui. Alors je le disais aussi tout à l'heure, aujourd'hui cette réflexion on l'a, mais on n'innove pas, et je vais vous le dire clairement, c'est qu'on ne pousse pas aujourd'hui sur de l'expérimentation, et aussi je ne suis pas sûre que ce soit simplement au niveau législatif. Bien sûr que c'est au niveau législatif qu'on le vote et qu'on le décide, mais c'est vraiment, je pense, les actions territoriales, parce qu'aujourd'hui les outils en fait ils existent. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je vais le dire de façon très simple. Finalement, je voulais complexifier un peu l'explication, mais les outils, en tout cas, existent aujourd'hui. Maintenant, et je le disais en aparté tout à l'heure, où certains acteurs ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire que certains acteurs n'y vont pas, pour X raisons, parce que d'autres priorités, parce qu'on parlait de bons élèves, je vais les citer, je ne vais pas forcément citer les mauvais élèves, mais les actions logement qui en effet sont là. On a la Banque des territoires qui a tendance à être là. Parfois la Caisse des dépôts et consignations, en tout cas voilà, qui fait partie, évidemment, je l'ai cité aussi, qui est autour de la table. On a aussi des acteurs bancaires aujourd'hui qui ne sont pas forcément autour de la table et qui ne jouent pas forcément le jeu, je le dis pareillement. Donc il y a ça. Et puis, je l'ai dit aussi en aparté, c'est la maturité aussi des élus par rapport en tout cas à ces sujets-là, et le courage politique. Et je le dis avec beaucoup de respect, parce que j'ai été élue locale pendant 17 ans et je suis encore conseillère régionale. Donc voilà, je le dis clairement, ce n'est pas seulement la sénatrice qui parle, et notamment vice-présidente en charge du logement au sein de ma région Hauts-de-France. Donc il y a aussi ça, la maturité, mais aussi le courage qu'on doit avoir, parce que ça fonctionne quand on y va. Et donc au niveau législatif, bien sûr qu'on a ces échanges-là, mais est-ce qu'aujourd'hui on doit... c'est la réflexion que j'ai faite tout à l'heure, est-ce qu'on doit aujourd'hui appuyer sur des boutons pour essayer de modifier la donne? Je pense que le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est plutôt sur une réflexion beaucoup plus globale, à partir de sujets vraiment structurants et d'avenir, que sont les sols, le foncier, et donc une façon d'appréhender ces politiques logement différentes, et donc ensuite de mettre en place des outils différents. Mais aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, il faut juste, c'est pas simple, mais se mettre autour de la table, mais dans le contexte, ce n'est pas si simple que ça, budgétaire que nous connaissons et qui risque de perdurer encore quelques années. Pour nos 3 territoires qui sont présents à la table ronde, vous avez ce sentiment-là qu'on mobilise bien tous les outils, toute la boîte à outils, notamment sur ces questions de financement, d'organisation des acteurs, de politique partenariale, justement pour avancer dans cette... et qu'est-ce qu'il faudrait de plus ? Je crois que c'est monsieur qui a dit que c'était essentiellement le bloc local qui intervenait sur le sujet, et moi je regrette. Quand j'entends des grandes annonces gouvernementales en disant le logement, enfin c'était il y a quelque temps, le logement est une priorité nationale et qu'au final je ne mets pas un sou et j'enlève de la TVA, enfin bref, le message il n'est pas clair, quoi. Et par exemple, la foncière chez nous fait à peu près, produit 10% du logement social produit dans le département, ce qui est quand même pas rien pour une foncière qui a moins de 5 ans. Et
on cherche des moyens parce qu'il faut apporter des fonds propres. Et là, avec la hausse des taux, le coût des travaux, on est obligé d'apporter des fonds propres supplémentaires. Seul l'EPF, qui a été à l'origine de la création de la foncière, a accepté de mettre un pécule sur ce sujet. Donc l'EPF nous a attribué 6 millions d'euros pour amorcer la pompe. Mais il en faudrait le double si on voulait avancer. Et peut-être sur la question de la fiscalité, effectivement, la question de la TSE est un bon apport. Chez nous, on a une TSE qui était à peu près à 17 euros par habitant. Bah, c'est pas extraordinaire. On n'est pas loin du plafond. Mais c'est vrai que quelquefois, ça fait reculer certains élus en disant c'est une taxe supplémentaire, ainsi de suite. Bon. Mais moi, je pense que ça, il faudrait qu'il y ait une vraie solidarité. Dans notre EPF, nous avons 21 intercos dans le département. Il y en a 17, je crois 18 maintenant qui adhèrent à l'EPF. Il y en a 3 qui sont réticentes, celles qui ont le plus de moyens, évidemment. Et donc, voilà, il y a un sujet d'obligation d'intervenir sur ce sujet-là. Après, sur la question des moyens aussi, on peut peut-être dire... Alors, dans les territoires qui sont tendus, dans les territoires où il y a une dynamique très forte, il y a quand même un aspect spéculatif sur le foncier que je pense on pourrait essayer de capter un peu plus. Voilà. Et puis, il faut trouver d'autres acteurs qui apportent des moyens. Effectivement, chez nous, Action Logement s'est engagé sur 7 à 8 millions de prêts pour des prêts à 0,5%. Donc, évidemment, là, c'est une vraie manne, quoi. Et par rapport au coût bancaire. Mais effectivement, il faut des moyens. Ils sont très présents, Grenoble, Action Logement, ils sont très actifs. Oui, ils sont très actifs, ils sont présents. Nous allons d'ailleurs délibérer une nouvelle convention bientôt et nous travaillons avec eux. En fait, nous, on travaille effectivement avec l'ensemble des acteurs sur ce champ du logement. Peut-être revenir sur cette question fiscalité. Moi, il y a un sujet qui n'a pas été abordé. On l'a abordé sous l'angle, finalement, de la culbute financière potentielle au moment de la revente d'un bien qui peut être fait par quelqu'un qui aurait accédé à la propriété et son bien aurait pris de la valeur, et la nécessité d'avoir d'une certaine façon une maîtrise publique du foncier. Moi, je suis quand même particulièrement choqué quand vous faites une modification de PLUI et que vous permettez à des acteurs de faire des culbutes financières avec des ventes de foncier et des ventes de biens. Moi, je ne comprends pas que ceci ne soit pas taxé. À un moment donné, ça, c'est quand même, à un moment donné, il y a un vrai sujet. Nous, les élus, on permet des traits de crayon sur des cartes qui font que si vous êtes du bon côté ou pas du bon côté, d'un côté, vous allez toucher une manne absolument incroyable. Et nous, les seuls qu'on voit venir nous discuter avec nous, c'est inversé, c'est ceux qui sont de l'autre côté du trait, pour qui il y avait eu... Mais on peut le comprendre d'ailleurs, parce que c'est tellement attaché à une histoire collective, la valeur du foncier, la transmission de biens aux générations futures, à ses propres enfants, etc. On peut le comprendre, ceci. Mais dans une approche de ZAN aujourd'hui, c'est un sujet qu'il faut absolument revoir et repenser. Mais moi, je considère qu'aujourd'hui, ceux qui font des grosses culbutes financières sur des fonciers doivent demain être taxés et qu'une partie de ce produit revienne tout simplement à la collectivité. À qui, je n'en sais rien. Deuxième sujet, la fiscalité locale du bloc communal. Je suis désolé, on ne pourra pas discuter dans le cadre, à partir du moment où le seul sujet, c'est de la baisse de nos recettes. La métropole, aujourd'hui, on estime que c'est entre 15 et 20 millions d'euros par an, la décision de la semaine dernière du gouvernement. 15 à 20 millions d'euros, ça veut dire que je n'ai plus de politique de l'habitat. Annuellement, c'est ça, mon sujet. Donc, la question qu'il va falloir se poser maintenant, c'est comment on fait pour retrouver quelque chose de vertueux localement pour que les maires, les intercommunalités puissent concrètement porter des projets de renouvellement urbain, de construction, etc., dans leur territoire, avec les moyens pour faire quoi? Emmanuel le disait tout à l'heure. Bien sûr, je le disais tout à l'heure, les places en crèche, etc., mais c'est surtout quand on fait une opération de logement, ce n'est pas qu'une opération de logement. C'est les espaces publics qui sont à proximité, c'est tout simplement la qualité d'usage de tout ça, où il y aura des jeux pour les enfants, où il y aura ceci, où il y aura cela. C'est ça la construction de la ville ou du village ou du bourg. Je ne parle pas de la ville au sens urbain du terme. La métropole de Grenoble, c'est la métropole la moins urbaine de France. C'est la plus rurale de toutes les métropoles. Ça peut vous paraître bizarre. On a un cœur très urbain, mais on a surtout
beaucoup de montagnes et beaucoup de petits villages. Donc la question, nous, de la ruralité dans l'urbanité, c'est un sujet, c'est tous les jours. Donc notre sujet, c'est celui-là. Moi, je pense qu'il faut peut-être, et merci aux parlementaires d'avoir travaillé longuement sur ces sujets, je pense qu'il faut tirer 4 à 5 mesures, je dirais, qui sont déterminantes pour quoi faire. Parce que notre sujet, c'est de relancer la construction là où elle est aujourd'hui bloquée. Donc, c'est quoi les mesures principales qu'il faut tout simplement mener dans le cadre du contexte budgétaire très compliqué pour permettre, en fait, c'est bien cela le sujet. On ne va pas pouvoir tout refaire, on ne va pas mettre en œuvre toutes les recommandations du Conseil de la refondation qu'il y avait eu sur le logement où tout le monde était d'accord et c'était formidable. On voit très bien que c'est quand même un peu plus compliqué. Mais il faut peut-être se poser qu'est-ce qui va être contre-cyclique en fait, parce que nous sommes dans un trou et qu'est-ce qui nous permet de sortir, ou en tout cas de donner des éléments qui vont permettre de sortir. Enfin, moi je pense qu'on parlait des EPF et la question finalement de l'équité de tous les territoires, de toutes les EPCI dans tout ça. Moi j'ai un autre sujet. Aujourd'hui, et Jérôme Baloge le disait, on a des outils publics type SEM, SPL, qui sont pour l'essentiel aujourd'hui dans les mains des communes-centres ou des intercos urbaines, avec une partie urbaine. Aujourd'hui, nous, à Grenoble, on commence à discuter que ces outils publics, type SEM de logement, puissent être tout simplement aussi des outils pour les territoires les plus ruraux du département de l'Isère. Parce que concrètement, aujourd'hui, de sortir des opérations de quelques logements dans des communes rurales, c'est impossible. Les bailleurs n'y vont plus, ce n'est pas intéressant, et il n'y a pas d'opérateur qui y va. Donc là, c'est un des vrais sujets pour que ce développement il ne soit pas qu'un sujet des grandes métropoles et des grandes villes, mais qu'il soit aussi un sujet de l'ensemble du territoire, parce qu'il y a besoin de se loger de partout, et il y a besoin de créer de la dynamique de l'habitat dans tous les territoires, qu'ils soient urbains, ruraux, périurbains. Et là, on doit parler ensemble, et on doit porter ensemble un message fort. Merci. Alors, je ne sais pas si j'ai bien noté les quatre mesures, mais c'est pas grave. Taxer, et je vois l'heure de la fin qui se rapproche, mais juste une petite question, Jérôme Baloge. Taxer la plus-value foncière, ça vous semble une bonne idée ? J'ai lu l'autre jour que Clémenceau disait, qui est plus ou moins un grand personnage, que la France est un pays très fécond, on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. Pourquoi pas ? En tout cas, il y a un enjeu de maîtrise, c'est certain. Je ne sais pas si la taxation est le bon système. En tout cas, moi, je crois vraiment à l'économie mixte parce qu'elle a un effet levier. On le voit, on en raréfaction des ressources publiques. On ne pourra pas demander un effort fiscal dans un contexte qui est dur aussi pour nos habitants. Évidemment, la plus-value, c'est un sujet. Mais voilà, le marché de l'immobilier est quand même plutôt en train de se plafonner en ce moment. Donc l'économie mixte, c'est un profond levier. Il faut l'explorer. Elle est à l'échelle de nos territoires. Et ça peut se faire en coopération entre intercos ou au sein d'intercos, à des échelles qui peuvent atteindre le département, en tout cas des échelles de proximité. Ça permet de faire le levier avec des investissements bancaires dont on a dit qu'ils n'étaient pas présents. Moi, ils ont répondu présents. Et en effet, plutôt des banques mutualistes, mais pas que, et des partenaires privés qui étaient intéressés par le territoire à valoriser aussi une participation au capital. Et ça nous aide. Et puis le deuxième sujet, c'est ce que disait notre voisin des Mauges, c'est il faut faire écosystème, en effet, vous le disiez aussi, et il nous faut les outils. Il nous faut les outils, il nous faut aussi une reconnaissance, parce qu'on fait déjà beaucoup de choses. Et cette reconnaissance, elle ne demande pas des financements, mais elle demande d'être reconnue comme on l'est sur la mobilité, comme on l'est sur plein d'autres sujets, pour être des autorités organisatrices de l'habitat. Parce qu'on l'a vu à Grenoble, à Rennes, à La Rochelle, à Niort, dans les Mauges, c'est partout différent. Il ne peut pas y avoir des standards. Il doit y avoir par contre des élus impliqués, et je pense qu'ils le sont, parce que la maturité, on la gagne très vite quand on est élu local. Le logement avec la santé, c'est en haut de l'agenda politique. On n'est pas tous des médecins, on n'est pas tous des promoteurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'on apprend très vite et qu'on met forcément très vite en action les choses, parce qu'on a une agilité, on apporte de la compétence, on vient la chercher, et on met les choses en musique. Et donc je crois vraiment que l'on doit être reconnu comme cela, et on ne doit pas avoir des grands dispositifs qui viennent se plaquer
claquer sur nos territoires, nous dire là, ça va être tel zonage. Non, Niort, c'est pas tendu. Les Mauges, c'est tendu. C'est pas vrai, mais c'est un exemple. Et qu'on soit libre d'agir et de discuter aussi avec l'État de ces sujets-là, de contractualiser de façon intelligente et partenariale, comme c'est possible sur d'autres sujets. Merci, pardon de vous avoir taquiné, mais c'est une très belle conclusion. Je propose qu'on clôt là notre table ronde et je vous invite à applaudir nos intervenants.